Bonjour tout le monde, ici Pierre-Marc Langevin et bienvenue au 4e épisode du podcast Es-tu game d'en parler? Aujourd'hui, Es-tu game d'en parler de la détresse? Oui, on va tomber dans un sujet qui est un petit peu plus lourd, mais je pense qu'on a réussi à le faire de façon vraiment plus légère parce qu'on a des super personnes avec nous, c'est-à-dire Mélanie Tremblay, qui est directrice du Centre de prévention suicide d'Amos, et Raphaël Connelly, qui est comme une superstar du podcast rendu à ce point-là, qui est travailleur de rue. Aujourd'hui, on va aborder les affaires les plus plates de la consommation qui peuvent amener justement à la fatalité du suicide, toutes ces démarches-là, identifier ces choses-là. Donc, je pense que c'est un podcast qui est extrêmement pertinent pour les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui savent pas comment aller chercher de l'aide ou proposer de l'aide. Je vous conseille de rester à l'écoute. C'est extrêmement pertinent, je le rappelle encore. Et c'est pas lourd du tout parce que Mélanie est pétillante et Raphaël, c'est une vedette. Fait que je vous souhaite un bon épisode et à la prochaine. Mélanie Tremblay, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Yes, merci de venir à l'émission. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Je pense que tu es une des meilleures ressources dans le domaine. Aujourd'hui, on va parler de détresse psychologique, on va parler aussi des effets de la consommation sur les suicides. Puis toi, en étant la directrice du Centre de prévention suicide, je pense que est un peu la meilleure ressource. Ça fait combien de temps que tu travailles dans le domaine? Ça fait 5 ans, ces jours-ci, là. Oui, c'est mon anniversaire de prévention du suicide. Tu fais ton 5 ans avec un podcast. Ouais, c'est génial, ça. C'est hot, hein? Ouais. Ben, merci d'être venu à l'émission. Merci. Puis ceux qui sont observateurs et qui ont écouté les autres émissions, on va voir notre invité vedette, Raphaël Connelly, qui est avec nous pour sa 3e présence à l'émission. Bonjour Raph, ça va toujours bien? Yes, toi? Yes, top shape. T'es travailleur de rue. Travailleur de rue pour le MRAR, exactement. Pour le MRAR. Pour ceux qui ont vu les autres épisodes, vous connaissez déjà un peu son CV, vous connaissez son implication. Aujourd'hui, veux pas le travailleur de rue, ça fait aussi partie de comme tu as dit plus tôt avec Mélanie, je pense que consommation, santé mentale, détresse psychologique, c'est souvent relié. Puis les personnes que je côtoie au quotidien, souvent, justement, la consommation, problème de santé mentale, ça fait partie d'une majeure là, des personnes que je rencontre. Exact. Puis aujourd'hui, l'épisode va plus porter sur la détresse psychologique qui peut amener justement aux fatalités du suicide, ces choses-là. C'est des sujets qui sont lourds. On va essayer quand même de pas être trop lourd, parce que l'idée du podcast, c'est que ça soit quand même ludique, puis qu'on ait des discussions libres, puis qu'on ouvre la discussion sur ces choses-là. C'est des choses qui font partie de la vie. On va commencer ça direct sec net. C'est quoi les relations qu'on peut mettre avec la détresse psychologique qui peut venir jusqu'au suicide avec la consommation? C'est quoi les liens qui tissent tous ensemble? Je peux peut-être y aller, Raphaël. Je vais te laisser aller. Juste faire une petite mise en contexte. En fait, c'est moi qui avais été approchée au départ pour discuter de consommation et d'augmentation du risque de détresse psychologique ou de risque suicidaire. Puis rapidement, on en est venu à la conclusion que ce serait intéressant que ce soit moi et Raphaël qui le fassent ensemble. La raison est qu'il y a des liens à faire, mais il y a des liens qui, moi, de mon côté, sont, oui, au niveau de ma pratique en intervention en prévention du suicide, mais j'ai pas la même dynamique puis la même relation avec les personnes qui représentent des problématiques en détresse en santé mentale, en consommation que Raphaël peut avoir. Puis je trouvais qu'il y avait un lien vraiment intéressant à faire entre la connaissance de la littérature scientifique que moi, je peux apporter, puis la connaissance du travail de rue, du service de proximité, puis au niveau de la réduction des méfaits et tout ça que Raphaël, de son côté, peut amener. Fait que je pense qu'on a 2 points de vue qui ne sont pas nécessairement différents, mais les gens avec qui on intervient, même s'ils ont des problématiques qui se recroisent, ne sont pas nécessairement la même clientèle. Puis d'avoir le point de vue des 2 côtés, je pense que ça amène quelque chose de plus intéressant. Puis pour faire du pouce sur ce que tu disais, on va essayer de ne pas être trop lourd. Moi, s'il y a une chose que je répète tout le temps depuis 5 ans en prévention suicide, quand je fais des ateliers de la sensibilisation, de la promotion, c'est que c'est pas parce qu'on a un sujet qui doit être pris au sérieux puis qui peut emmener à la fatalité du suicide ou du décès de quelqu'un qu'il faut que ça soit abordé de façon lourde, déprimante et endormante. Je pense qu'il y a moyen de rester dynamique puis de parler de prévention du suicide puis que ça soit pas si hard que ça. J'imagine que la personne qui en a besoin, la dernière chose qu'elle a besoin, c'est d'être encore plus hard puis d'être poussé dans des choses plus dépressives. Le plus beau compliment que je me suis fait faire, c'est que, après une sensibilisation, c'est quelqu'un qui a envie de mourir puis qui te rencontre, assurément qu'il y a un petit quelque chose qui rallume, tu sais, parce que t'amènes le sujet d'une façon qui est plus dynamique que ce qu'on a l'habitude. Fait que je rappe la parenthèse. Je fais des longues parenthèses, je vous avertis. Parfait, ça, moi j'aime ça, ça rend ma job 2 fois plus facile. Fait que le lien entre les deux, en fait, l'idée de départ, c'est que dans
la très grande majorité, peu importe la substance qui est consommée, dans la majorité des cas, il y a vraiment un lien à observer entre l'augmentation du risque de passage à l'acte, donc le risque vraiment de mettre en action un plan pour passer à l'acte pour se suicider, et la consommation. Donc, pendant la consommation, post-consommation, puis on y reviendra plus en détail, mais il y a un lien direct entre l'usage de substances, la détresse psychologique, l'état dépressif et le risque de passage à l'acte suicidaire. OK. Tout ça monte ensemble, tout ça se suit ensemble, tout ça part ensemble. Oui, il y a des situations plus spécifiques où il y a des statistiques très claires. Par exemple, chez les jeunes, 50% des tentatives de suicide, on ne parle pas de décès par suicide, mais au niveau des tentatives de suicide, dans plus de 50% des cas, année après année, les stats sont à peu près toujours les mêmes, il y avait consommation de substances. Donc, l'augmentation de l'impulsivité, l'augmentation de cette espèce d'état où on est déphasé lorsqu'on est en consommation, peu importe la substance, que ce soit de l'alcool, du cannabis ou un autre type de drogue, fait que notre risque de passer à l'acte, puis la fenêtre de danger réel pendant laquelle on peut poser le geste, on devient plus à risque. Donc, je pense qu'il est important de spécifier qu'on ne parle pas de dire que de consommer de la drogue va faire qu'on va se pousser au suicide ou des choses comme ça. C'est vraiment juste si on a déjà des prédispositions, si on est déjà dans des situations, le risque va augmenter puis les dangers vont augmenter. Oui. Puis une des choses que je trouvais vraiment importante de mentionner aujourd'hui puis d'apporter avec le podcast, c'est de dire si moi je suis conscient que quand je consomme, j'ai plus de risques d'avoir des idées suicidaires, ça se peut que d'une certaine façon, ça devienne un peu apaisant ou une espèce de facteur de protection pour moi de le savoir. Parce que quand j'ai des suicidaires, si je suis capable de dire « Ouais, là, je suis en down de stimulants », c'est vrai, Raphaël me l'avait dit, que pendant cette période-là, je suis plus en danger ou je suis plus à risque. Mais attendre 2-3 jours, puis si c'est pas mieux, ben peut-être que je vais envisager d'autres choses. Mais ça peut devenir un facteur de protection, d'être conscient que notre consommation nous amène à avoir plus de risques parce qu'au niveau de notre cerveau, il y a un déséquilibre. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner. Puis cette conscience-là, comment qu'on devient à la reconnaître? C'est quoi les signes précurseurs? Comment qu'on développe ce sentiment de protection-là pour nous-mêmes? C'est d'en parler. Parce qu'on a déjà parlé, moi et Mélanie, tu prends un exemple, quelqu'un qui prend du speed pendant plusieurs jours. Ça fait, mettons, 3 jours que la personne elle consomme, ne dort pas, mange pas. Là, à un moment donné, la personne plus fatiguée, fait le moins bien, après 3 jours, mais là, elle s'en va se coucher. Mais le lendemain, elle consomme pas, mais elle fait le down, elle fait un peu tout croche, son corps est en train de se remettre de ça. Donc, des fois, ça peut prendre 2 jours de te remettre de ça, comme tu disais, Mélanie, là, un bon 48 heures de « OK, là, je fais le tout croche, je me remets de mes 3 derniers jours. » Mais pendant ces journées-là, ça se peut que tu sois plus down, que tu aies moins envie de vivre, là, la vie est plus grise, puis tout ça. Mais quand tu le sais, bon, OK, j'ai consommé pendant 3 jours, c'est à cause de tout ça que je me sens comme ça aujourd'hui. Je vais attendre 3e, 4e jour, ça va se replacer, tu le sais. Mais au départ, si tu le sais pas, mais là, tu fais comme crime, c'est-tu moi qui va encore moins bien? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Fait que c'est là qu'il y a quand même plus de risques. Fait que juste de le savoir, tu es capable d'identifier, OK, mon corps réagit comme ça parce que j'ai agi comme ça. Ben juste là, tu sais pourquoi que ton corps agit comme ça, puis tu sais que c'est pas parce que ça va plus mal que d'habitude en réalité. Fait que juste ça, c'est des petits trucs. Comme dans n'importe quoi, c'est pour ça que moi, mon travail, il y a peut-être 5 % qui est de l'intervention, puis il y a 95 % qui est de la prévention, sensibilisation, promotion. Plus on comprend ce qui se passe, plus c'est facile de se protéger. Puis c'est ça pour toutes, là. Quand on parle de consommation, de santé mentale, de détresse psychologique, peu importe. Plus on comprend les choses, plus c'est facile de se maintenir en sécurité. Puis, au niveau de la détresse psychologique, les idées suicidaires, entre autres, quand j'ai une personne, par exemple, qui est en crise suicidaire puis qui vient me voir, de lui expliquer puis de lui faire un dessin du processus suicidaire, de dire, bien là, tu es ici, puis là, tu as eu des flashs, puis là, tu essaies des solutions, puis là, tu t'en vas vers là, puis là, de figurer ça, puis de lui faire comprendre ce qui se passe dans sa tête, ça fait, OK, j'ai un contrôle là-dessus, parce que là, je comprends ce qui est en train d'arriver. Fait que c'est la même chose au niveau de la consommation. Tu sais, ce que Raphaël parlait, c'est que 24 à 48 heures après une consommation d'un stimulant, peu importe quel qu'il soit, il y a 50 % de risque
plus de risque d'un passage à l'acte. Fait que ça veut dire que dans cette période-là, là, au niveau de ton impulsivité, au niveau de tes idées suicidaires, au niveau de ton état dépressif, il y a réellement un danger pendant cette période-là. Fait que si moi, je le sais que toutes les fins de semaine, je fais du speed, puis que lundi, mardi, j'ai tout le temps envie de mourir, mais que mercredi, ça va mieux, bien, ça se peut que mardi, au lieu d'avoir envie de mourir, je me dise « Ah ouais, c'est vrai, c'est rough de même à toutes les semaines. Demain, sûrement que ça va aller mieux. Puis demain, je me rends compte que ça va mieux. Fait que j'ai l'impression de reprendre un peu le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. » Fait qu'on n'est pas en train de banaliser le fait de consommer puis que lundi, mardi, ça va pas bien. Mais en même temps, je pense que, tu sais, on parlait de l'approche de réduction des méfaits, tu sais, ben, tant qu'à avoir eu ce type de fin de semaine-là, si je le sais que je suis plus fragile lundi, mardi, comment je peux faire pour me protéger pendant cette période-là? Parce que l'objectif, c'est toujours de prendre le pic de la crise puis d'essayer de se maintenir en sécurité pendant ce moment-là avec l'objectif que les crises s'espacent, s'éloignent puis diminuent. D'atténuer les effets, les impacts. Puis, tu sais, au niveau de la réduction des méfaits, moi, c'est l'approche principale en travail de rue. T'sais, à la base, la pratique de réduction des méfaits, c'est de diminuer les conséquences du comportement de la personne sur leur santé physique et psychologique. T'sais, donc, ça va exactement dans cette optique-là. Puis, juste par le fait d'informer, sensibiliser, responsabiliser la personne face à ses comportements, ben là, c'est de la réduction des méfaits. C'est pas de « Ah, ben là, je veux que faut que tu arrêtes de consommer, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». C'est juste de sensibiliser la personne au risque des comportements qu'elle adopte sur sa santé, tout autant physique que psychologique. Puis après ça, juste le fait qu'elle soit plus consciente de ses comportements, des conséquences de ses comportements, ben juste là, ça amène déjà du positif. On ne touche même pas au comportement de base, on ne le change pas, mais la personne est plus consciente de sa réalité, puis elle est capable plus facilement de reconnaître aussi les signes de ce qui se passe, que ce soit autant pour le suicide ou n'importe quoi d'autre là, au niveau de la santé mentale. Là. Puis, quand tu parles de réduction des méfaits, c'est quoi les choses qui reviennent le plus souvent? C'est quoi les Ben, tu sais, un des exemples les plus concrets, je pense que je vais commencer avec Nez Rouge. Oui. C'est un des meilleurs exemples de réduction des méfaits qui existe, là, le plus facile que tout le monde connaît. T'sais, au lieu de dire, bon, ben, bois pas à Noël, ben, tu peux appeler Nez Rouge. Fait qu'on sait que les gens vont consommer à Noël, vont prendre de l'alcool, mais tu sais, là, au moins, tu as un moyen de retourner chez vous. Fait que, tu sais, c'est l'optique de réduction des méfaits qui est le plus fréquent dans notre société. Sinon, un autre exemple, tantôt, on parlait de consommation de speed. Mais moi, en réduction des méfaits, au lieu de dire, bon, ben, faut que tu consommes moins ou arrête de consommer, je vais regarder avec la personne, est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle boit? Est-ce qu'elle dort? Fait que juste là, j'ai pas touché à sa consommation, mais tu sais, si elle passe de 0 repas à 1 repas par jour, puis qu'elle commence à s'hydrater, puis qu'elle prend le temps au moins de faire une sieste, si je pourrais dire, à tous les jours, ben juste là, les conséquences vont être moins grandes. Parce que, tu sais, sans consommer, passe 3 jours sans manger, sans dormir. Donc, ton corps a besoin de gaz. Tu fileras pas bien non plus. Fait que c'est là, tu sais, j'ai pas encore touché à la consommation, que je réduis quand même les impacts. Tu veux juste donner des petites pousses dans le dos qui montent la pente tranquillement. C'est pas parce que j'ai dit de manger qu'elle va manger, mais juste de prendre conscience qu'en faisant ces petits gestes-là, ben, les conséquences vont diminuer. Puis, là, on parlait tantôt aussi de stopper la crise au maximum, de mettre le break à bras dans les périodes les plus roughs. Si on prend l'exemple de tantôt, qu'on dit que le lundi, le mardi, je file comme de la merde. Je vois pas bien, j'ai des idées noires, puis je le sais, c'est souvent comme ça, puis il s'étend. Comment je peux mettre un frein là-dessus? Ben, moi, c'est, mettons, avant la crise, parce que oui, j'interviens avec des personnes qui ont des idées. Au niveau de la crise, c'est sûr, je vais référer à Mélanie, parce que c'est elle qui est ferrée là-dedans. Moi, j'ai des petites mini-bases, donc je suis capable de faire un bout de chemin avec la personne. Je vais être là pour l'écouter. Mais s'il y a vraiment un risque imminent, je vais référer à Mélanie. Sinon, des fois, je suis obligé, ce qu'on appelle, c'est une P38, c'est de lever la confidentialité et d'appeler les services d'urgence parce qu'il y a vraiment un risque imminent pour sa santé. Mais sinon, moi, avant ça, ce que je peux essayer de faire, comme on disait tantôt, la consommation a un impact sur le risque augmente. Mais il n'y a pas juste la consommation. On s'entend qu'une personne consomme, c'est pas parce que ça va bien. Ouais. Puis les impacts de la consommation aussi, ça amène une certaine honte. On le voit vraiment régulièrement. La personne n'est pas fière là, le lundi matin d'avoir fait du speed toute la fin de semaine. Fait que souvent, ces personnes-là vont commencer à être un peu plus isolées. Donc, les personnes positives autour d'eux, comme la famille, les amis, ça va changer. Tranquillement, pas vite, au fil du temps, ça va peut-être même s'effacer. Fait que là, qui se retrouve autour de lui, mais c'est d'autres personnes qui consomment. Fait que vers qui tu peux te tourner pour dire « OK, là, je vais pas bien. » Fait que c'est là, quand tout ça s'enlève,
Ben, c'est là que le facteur augmente. Là. Les risques augmentent parce que là, OK, tu n'as plus nécessairement d'amis proches sur qui tu peux te fier. Ta famille, des fois, est peut-être plus éloignée, même des fois complètement absente, tout dépendant de la situation. Des fois, au niveau du couple, quand tu consommes, il peut y avoir une séparation. Fait que, il y a plein d'éléments qui peuvent s'ajouter qui vont te mener vers ça, puis tu te retrouves avec beaucoup moins de facteurs de protection. Donc, tu sais, vers qui je me tourne, qu'est-ce que je fais, là, je vais pas bien, je suis tout seul, je suis pogné avec ça. Fait que là, la personne peut se renfermer sur elle-même, puis tu sais, elle voit plus de solution. Elle voit plus de, OK, puis tu sais, à la base, tu as essayé des trucs, mais là, plus que tu en essayes, ben là, à un moment donné, ben, c'est là que tu peux commencer à te décourager, puis à penser plus au suicide aussi, là. Je trouve ça intéressant, la façon que tu l'amènes, puis c'était un peu ça aussi qu'on voulait créer comme dynamique. Mais tu sais, ce que Raphaël vient de décrire, c'est exactement le processus suicidaire. C'est de dire, ben je suis en déséquilibre, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie, j'ai des solutions, je les essaye, mais je les brûle, ça ne marche pas. Puis plus je m'en vais comme dans un entonnoir. Puis rendu au bout de l'entonnoir, la seule solution que je vois, c'est le suicide. C'est passer à l'acte. Puis le suicide, là, c'est pas... La personne décide pas de se suicider. Ah, je trouve ça intéressant. Comment on décrit ça? Vas-y. Elle décide pas d'abandonner sa famille puis de mourir. Elle ne voit plus que cette solution-là pour arrêter de souffrir. C'est la switch à off d'une souffrance qui est intolérable. Fait que c'est pas une décision. Il y a personne qui prend cette décision-là. Quand ils sont rendus dans le bout de l'entonnoir, puis là, j'aimerais ça vous faire mon dessin, là. Quand ils sont rendus dans le bout de l'entonnoir, là, ils ont l'impression que toutes les autres solutions, ils les ont brûlées, puis ils ne marchent pas. La seule qui reste pour éteindre ce feu-là qui les gruge par en dedans, c'est celle-là. Il en reste des solutions. C'est juste qu'ils sont là au bord du mur de l'entonnoir, puis eux autres, les ça va voient devenir plus. un sablier, là, rendu là. C'est ça. Mais, puis c'est à ça qu'on sert. C'est que quand il y a quelqu'un qui arrive chez nous puis qui est en crise suicidaire, ce que je fais, c'est de lui démontrer que l'autre bord de son entonnoir, il en reste des solutions qu'il n'a pas explorées. Mais, tu sais, ce que tu décrivais, tu sais, il s'isole, il n'est pas fier, il y a un sentiment de honte, un sentiment d'échec. Souvent, au niveau du réseau, c'est plus là. C'est vrai pour la consommation, c'est vrai pour la santé mentale, c'est vrai pour l'état dépressif, c'est vrai. Fait que, tu sais, tantôt, tu faisais la nuance, c'est pas qu'on consomme qui fait qu'on va nécessairement avoir des idées suicidaires ou penser à l'acte, mais c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'à un moment donné, j'en viens à être tellement souffrant que la seule solution que j'envisage, c'est de me suicider. Mais toutes mes autres plasters ne marchent plus, là. Il n'y a plus rien d'autre qui marche. Fait que ce processus-là, plus on en parle, plus il est connu, plus il est appris, qu'on prend conscience de ça, plus c'est facile de repartir, bien facile. Moins c'est tough de repartir la spirale sur l'autre bord. Parce que, tu sais, Raphaël disait, je vais lui demander, as-tu dormi, as-tu mangé, Puis veux pas, le temps que tu prends soin de ton corps comme ça, même si tu es en situation de consommation, tu es en train de te séparer, que tu dors pas bien, que tu as des états, tu sais, le temps que tu prends soin de toi, tu te reconstruis un petit peu, puis tu vas chercher le gaz nécessaire pour essayer de changer des choses ou de mettre des choses en place. Mais tant que tu n'es pas reparti sur ce bord-là, ben c'est difficile d'envisager les autres solutions puis de dire « Ah, c'est vrai, tu sais, je pense que j'aurais peut-être cette personne-là que je pourrais retourner voir. Peut-être. » Fait que, tu sais, puis là, de se rouvrir aux gens qui sont importants pour eux, de recontacter la famille. C'est souvent une étape qui est difficile, c'est la réouverture, justement, après la fermeture. C'est dur. Comme tu l'as dit, la honte. C'est ça. Puis, tu sais, il y a une coupure qui se crée parce que, tu sais, il n'y a aucune famille qui fait du jour au lendemain. Ah, ben, toi, bye-bye, tu sais, c'est fini. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon cheminement personnel. C'est ça, c'est graduel. Puis, tu sais, des fois, ça peut arriver, au travers de mon travail, que j'agis comme un peu à rôle de médiateur. Fait que, tu sais, je peux essayer d'aider la personne à recréer ces liens-là. Tu sais, dans certaines situations où est-ce qu'il y a vraiment une coupure, bon, ben, tu sais, y a-tu des personnes qui étaient proches? Y a-tu des personnes vraiment que, tu sais, mettons, qui te manquent le plus? Tu sais, c'est qui? OK, tu leur dirais quoi à ces gens-là aujourd'hui? Tu sais, il y a tout le temps moyen, tu sais, oui, là, le lien est brisé, mais il y a quand même moyen de le reconstruire. C'est sûr, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais tu sais, je peux te donner un petit coup de main pour ça. Tu sais, si la personne ne veut pas te voir, mais y a-t-il quelque chose que tu peux faire? Y a-t-il quelque chose que tu peux dire ou n'importe quoi pour juste semer une graine puis dire, regarde, OK, je sais, il arrive telle situation, j'en suis conscient, on peut-tu comme
essayer de recommencer, de se voir, de parler. Puis tu me dis, ben, crime, là, finalement, il recommence à parler avec son frère, avec son cousin, avec sa mère, avec n'importe qui était significatif pour lui. Fait que là, oui, nous, en tant qu'intervenant, on est là pour la personne s'il y a un besoin, mais si on est capable de bâtir un réseau dans sa vie personnelle, ça devient beaucoup plus fort aussi. Là. Fait que ça l'éloigne du bout de l'entonnoir. Là. C'est un peu comme mettre des coussins un peu partout. Ouais, mais nous, c'est comme un filet de sécurité. Ouais. Filet de sécurité, c'est comme ça qu'on l'appelle. Là. Fait que, oui, parce que on est là pour aider, mais on n'est pas toujours là. Fait que, nous, de s'assurer qu'il peut y avoir quelqu'un, quelque chose, un plan qui est au moins quelque chose qui est mis en place. Si on n'est pas là quand il arrive une situation, quand il arrive une crise, ben là, ça diminue les risques aussi. Il y a une porte à ouvrir, il y a quelque chose qui peut aller voir, il y a quelqu'un qui peut aller vider son sac. Oui, puis des fois, c'est de faire réaliser ça à la personne, qui n'est pas toujours évident quand tu es rendu loin et que tu vois juste la dernière option, de dire, regarde en arrière, il y a déjà eu ça, ça se replace. Tu dis, plus tu es rendu loin. J'ai fait un atelier dernièrement au CRC où est-ce que je suis allée parler de réhabilitation, du lien entre la réhabilitation et la santé psychologique, de comment un influence l'autre. Au niveau tu parlais du sentiment de honte et d'échec. En ce moment, au Québec, 75% des décès par suicide, c'est des hommes entre 45 et 65 ans. 75%? Oui. Ça, c'est frappant comme statistique. 75% des 1100 à 1200 décès par suicide. Puis là, on parle d'échecs, tu disais donc des échecs professionnels, des échecs personnels. C'est pour les hommes, de un, c'est un paquet de facteurs, puis il y a pas, on ne saura jamais exactement pourquoi, mais il y a plusieurs hypothèses d'avancée, dont pour les hommes, la demande d'aide, de un, c'est difficile. Oui, on le sait que les hommes, déjà, ont beaucoup plus de difficultés avec ça. C'est plus difficile. Oui. Donc, une demander de l'aide, c'est difficile. Il y a toute la socialisation au niveau du rôle traditionnel masculin, de pourvoyeur, de King Kong. Le rock. Là, moi, je suis fort. Fait que si moi, j'ai besoin d'aide, qui va veiller sur mes proches? C'est à moi de le faire. Donc, il y a tout ça. Ces stéréotypes-là à déconstruire. Mais tout ce qui est les sentiments de honte et d'échec, c'est des choses qui viennent jouer bien, bien fort dans les tripes des gars ou dans des gens qui s'associent au rôle traditionnel masculin. Parce que je ne veux pas nécessairement le genrer, mais majoritairement, c'est comme ça. Ouais, donc, toute cette émotion-là de dire, ben, j'ai consommé, j'ai menti, j'ai volé ma famille, fait que tout ça qui s'accumule au niveau de comment je fais pour me convaincre que je suis suffisamment une bonne personne pour prendre soin de moi, pour continuer d'avancer, quand par rapport aux gens avec qui moi, je constate que je me suis comportée comme de la merde avec tout le monde que j'aime, mais il faudrait que je m'aime assez pour prendre soin de moi. Tu comprends-tu le clash? Oui, puis ça va plus loin que ça. Il faut que je sois capable d'accepter que je me suis trompé, que j'ai agi, puis que je sois capable de l'accepter puis d'en parler avec les gens pour qu'ils réussissent à me pardonner. Mais si je suis pas capable de me le pardonner à moi-même, comment je peux convaincre la personne en avant de moi? T'sais? Voilà. C'est un beau challenge interne. T'sais. Fait que, tu sais, je le dis tout le temps, mais plus on en parle, plus aussi, plus on le nomme, ça. Moi, je me dis, dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, s'il y a un gars que dans ce que je viens de décrire, il se reconnaît puis il fait « Hey, c'est vrai, c'est ça que je suis en train de faire, mais peut-être que dans le fond, je vaux la peine pareil de prendre soin de moi puis de recommencer puis d'avancer puis de poser un geste pour ma réhabilitation, peu importe c'est vers quoi qu'on s'en va. » Parce que plus on va en parler, puis plus on va normaliser le fait que tu n'es pas tout seul à te sentir de même, puis tu n'es pas tout seul à être affecté par le sentiment de honte puis d'échec, puis tu n'es pas tout seul à avoir l'impression que il y en a plein d'autres qui vivent ça. Ben à un moment donné, ça normalise, puis ça me donne le droit de l'avoir vécu, mais de m'en sortir comme d'autres l'ont fait aussi. C'est vrai. Puis des fois, là, j'ai une phrase que je dis quand même souvent au travail, là, une personne qui me décrit une situation, puis je me sens de même. Ben oui, c'est normal. N'importe qui dans ta situation se sentirait comme ça. Tu n'as pas à te sentir tout croche de filer de même. C'est normal que tu files comme ça. Ouais. Puis ça, des fois, on dirait que juste de se faire dire ça, ils font comme « Ah, ouais. » J'ai le droit de souffrir. C'est ça. C'est normal que je me sente comme ça. Ben oui, n'importe qui vivrait ça, ça irait pas bien. Ou c'est... Ça diminue l'anxiété par rapport à comment je me sens puis l'impression de perdre le contrôle. Dans mon travail, je fais de l'intervention avec les gens qui ont des suicidaires, mais aussi avec les endeuillés par suicide. Donc, les gens qui ont perdu un proche à cause du suicide. Puis, il y a des gens parmi ça qui sont, par exemple, la personne qui a trouvé la personne décédée. Fait que ces gens-là restent avec des images ou des sentis ou des choses qui sont particulières, puis
qui sont spécifiques au deuil par suicide. Dans la plupart des cas, en tout cas, il y a toujours une personne qui est affectée différemment à cause du deuil par suicide, à cause de la façon dont la personne est décédée, à cause de si c'est lui qui était là. Tout ça rentre en ligne de compte. Toutes les Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de culpabilité, tout ça. Mais là où je voulais en venir, c'est si la personne, c'est elle qui est tombée sur la personne qui était décédée, bien souvent, ça reste avec des images. Et moi, quand je vois des gens endeuillés par suicide, souvent, ils ont des images qui tournent en boucle, qui restent, qui sont des images post-traumatiques, en fait, parce que c'est un gros trauma de vivre quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est hallucinant de voir à quel point rapidement ça apaise la personne juste de comprendre que c'est normal, qu'elle n'est pas en train de perdre la raison, qu'elle n'est pas en train de perdre les pédales, qu'elle n'est pas en train de virer folle, que c'est à cause de ça. Ton cerveau, il est en train d'essayer de processer cette image-là, puis il comprend pas. Puis là, il t'envoie tel signal, puis ce que tu peux faire pour l'apaiser, c'est ça. Puis à l'intérieur de quelques jours, cette personne-là rappelle, puis elle fait « Mes flashbacks sont presque terminés, ça va vraiment mieux, j'ai compris que j'avais le droit de vivre ça, mais que c'était pas parce que j'étais en train de l'échapper, tu sais. » Fait que de comprendre ce qui se passe, je reviens tout le temps à ça, mais... De comprendre, de l'accepter? Bien, c'est parce que ça aide à l'accepter, de le comprendre. Parce que, tu sais, lire un livre sur le deuil par suicide, puis là, tu es en train de le lire, puis là, tu fais « Aïe, ça me ressemble tellement, c'est ça que je sens, c'est ça que je vis. » Il y a tellement d'autres mondes avant moi qui ont vécu ça, qui ont écrit un livre là-dessus. Tu imagines comment je suis pas tellement à côté de la traque. Effectivement, oui. Fait que ça, c'est apaisant. Puis ça rentre dans nos facteurs de protection. Puis c'est tout le temps ça, l'objectif. Tu sais, tu disais manger, dormir, avoir un... Tu sais, on parlait du filet de sécurité. Ce qu'il faut mettre le plus possible autour de la personne, c'est des facteurs de protection. Toi, là, quand tu te sens de même, c'est quoi que tu peux faire? C'est qui que tu peux appeler? C'est où que tu peux aller? C'est quoi qu'il faut que tu évites de faire? Puis c'est comme ça qu'on construit un plan d'action pour que la personne se maintienne elle-même en sécurité avec l'objectif que les crises s'espacent puis que l'intensité des crises diminue. Puis je trouve... Ah, c'est bon. Puis, tu sais, la statistique qui est nommée chez les gars, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est frappant. Puisque, tu sais, ce que je réalise aussi, c'est qu'en travail de rue, c'est une majorité d'hommes qu'on rejoint. Tu sais, souvent dans les demandes d'aide, tu sais, on voit les femmes demandent plus d'aide que les gars, ça, puis c'est quand même une réalité, là, on s'entend. Mais tu sais, si je me fie aux statistiques en travail de rue, il y a plus d'hommes qui rencontrent des travailleurs de rue, tu sais, pour diverses raisons, que de femmes, par exemple. Ah ouais? Oui, c'est sûr que tu sais, j'ai plus un mandat au niveau jeunesse, mais tu sais, j'interviens avec... je peux intervenir de 12 à 60, 80, peu importe l'âge. Je carte pas personne. Ah, OK, t'as 36 ans, toi, c'est fini, on se verra plus. Mais tu sais, fait que tu regardes les statistiques, on voit quand même les tranches d'âge, mais tu sais, c'est pas très précis. Mais tu vois quand même que le pourcentage d'hommes est beaucoup plus élevé que le pourcentage de femmes. Oui, j'ai vu la même chose au communautaire aussi. On avait beaucoup plus d'hommes dans nos résidences puis dans nos situations d'itinérance que... Oui, ça c'est vrai. Ça aussi, on le voit. Puis au niveau de l'itinérance, c'est aussi une majeure. J'ai pas de statistiques, mais c'est vraiment une majeure d'hommes que de femmes au niveau de l'itinérance. Parlez donc, messieurs. Ouvrez vos cœurs. Oui, parce que, tu sais, on prendrait ces statistiques-là, puis j'ai pas de chiffre officiel, mais d'après moi, si on allait visiter les stats des services psychosociaux généraux CLSC, il y a plus de dossiers de femmes que d'hommes en suivi. Parce que les femmes vont demander de l'aide de la façon traditionnelle plus que les hommes. Mais moi, chez nous, dans les 5 dernières années, j'ai vu un retour, une augmentation des hommes qui viennent consulter. Quand je suis arrivée, on faisait nos stats, c'était surtout des femmes, des personnes qui étaient inquiètes, des femmes qui venaient des endeuillées féminines. Et là, plus ça va, plus les gars viennent consulter parce qu'on est une ressource alternative. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller attendre à l'hôpital, ils ne sont pas obligés de mettre le nom sur une liste d'attente au CLSC. Puis il y a ça aussi qu'il faut adapter dans la réponse d'aide auprès des gars. Le délai de réponse, l'accessibilité. C'est beaucoup ça. Parce que, tu sais, moi, c'est dans le ponctuel. Ce qu'on veut dire par ponctuel, c'est que moi, mettons, une personne m'appelle. Ah, t'es-tu disponible? Ouais, parfait. OK, tu veux qu'on se rejoigne où? Tu sais, moi, je prends pas un rendez-vous avec une personne. OK, bien, parfait. On se voit à toutes les 2 semaines. On se voit toutes les 3 semaines, telle date, telle heure. Tu sais, ça fonctionne pas comme ça en travail de rue. Fait, tu m'appelles, je suis disponible. On va se voir. Si ça ne donne pas aujourd'hui, on peut se voir demain. T'sais. Mais c'est vraiment dans l'ici et maintenant. Puis souvent, c'est ça que je réalise au travers des mois qui passent, des années. Mais des fois, pour certaines personnes, demander de l'aide, c'est extrêmement anxiogène. C'est hyper stressant. Fait que là,
sais, je suis pas tout demandé à toi. Tu sais, mettons, t'appelles à une place, tu tombes sur une boîte vocale ou t'as un message vocal qui dure 5 minutes à écouter. Tu sais, ça te tente dessus. Tu sais, une personne qui demande pas d'aide à la base, tu sais, qui veut pas demander d'aide, là, qui se fait un petit peu pousser pour aller en chercher, mais qui se bute à un message vocal, là, il fait OK, non, je suis motivé, j'y vais, j'attends. Après ça, une boîte vocale. Tu sais, il y en a qui laissent même pas de message. Donc, tu sais, s'ils se butent à une boîte vocale, ils laisseront pas de message. Ou sinon, ben, tu sais, là, ils vont laisser un message de se faire rappeler. Ça peut être extrêmement long. De se dire, OK, c'est bon, tu as un rendez-vous dans 3 semaines, dans 4 semaines. Ben, la demande d'aide, c'était là. Ouais. Dans 3 semaines, c'est peut-être plus ça. Ouais, puis t'as peut-être un peu remonté à la pente, mais il y a rien qui va te dire que tu vas redescendre. Fait que tu vas peut-être dire au rendez-vous, fuck off. C'est ça. Exactement. Souvent, ça peut être un commentaire qu'on voit. Il arrive un élément bien précis qui fait en sorte que là, il y a un petit flash ou peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est là. Mais dans 3 semaines, mais non. Ça, c'est correct. C'est correct. Ça va mieux. C'est ça va mieux. J'ai plus besoin d'aide. Là, c'était juste ce moment-là. Finalement, on prend du retard sur la prévention, on prend du retard sur le filet social, sur le filet social, sur le filet de sécurité, ces choses-là. Mais tu sais, c'est un fait, puis il faut être conscient de ça, puis il faut adapter, mais il faut aussi souligner que les ressources font vraiment des efforts de plus en plus pour adapter la réponse plus rapide aux personnes en détresse, aux personnes suicidaires, à la façon dont un homme va... Tu sais, on a des formations en ce moment qui tournent depuis quelques années sur la demande d'aide des hommes. Qu'est-ce que ça a de spécifique? Comment on peut y répondre? Qu'est-ce qui est... Puis, tu sais, de nommer tout ça, l'accessibilité, le one-shot, tu sais. Moi, tu me parles de quelqu'un, il t'appelle, c'est maintenant, il va pas bien, tu l'aides, tu le sécurises. Il te rappelle pas le lendemain pour te dire comment il va. Là. Non. Quand t'as plus de nouvelles, tu te dis que c'est parce que ça va mieux. C'est ça. Mais... Des fois, je peux être 2, 3, 4 mois. Des fois, il me rappelle pas. Puis, tu sais, c'est vraiment... Puis, je rappellerai pas. T'sais, si je fais une démarche avec une personne, là, OK, je peux dire, OK, ben là, il est arrivé ça, je donne un petit suivi, tu sais, OK, tu sais, mais c'est ça. Des fois, ça arrive souvent, ça, là, tu fais quelque chose avec une personne à un moment précis, puis t'as pas de nouvelles après, là, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, mais je me dis que s'il me rappelle pas, c'est probablement un bon signe. En tout cas, j'espère que c'est bon signe. J'espère que c'est bon signe. C'est ça. Puis je trouve ça intéressant, au niveau de la demande d'aide, les femmes, les hommes ne demandent pas l'aide de la même façon. Les comportements... Dans le stéréotype de l'homme, c'est que c'est des hommes d'action. Si ça ne se passe pas maintenant, ça se passe pas du tout. Oui, puis ça se peut que, tu sais, il y avait un psychologue qui disait, tu sais, une des plus belles affaires qu'un gars m'a dit, c'est quand je suis arrivée ici, j'avais à peu près 8 mots pour parler de ma santé mentale puis de mon émotif, puis là-dessus, il y en avait 6 que c'était des sacs. Mais c'est vrai, d'être capable de l'exprimer. Maintenant, j'ai plus de mots. Fait que, tu sais, les gars sont en calice. Bon, ben j'étais en calice. Fait que si j'arrive à l'accueil du CLSC puis que je suis en calice, tu comprends-tu que la petite madame, j'ai assez ça me faire dire, la petite madame, faut pas que j'utilise ça. Mais ça se peut qu'elle fasse... La dame à l'accueil dise monsieur, puis tu sais, il y a des pancartes partout, on tolérera pas, vous ne pouvez pas monter volume, vous pouvez pas... Fait que c'est sûr que tu n'as pas le goût de le prendre dans tes bras puis le consoler, là. Il est désagréable, là. Mais il est désagréable parce qu'il est souffrant. Mais en même temps, comment on fait pour arrimer les deux? Il peut pas péter une coche dans la salle d'attente puis perturber tout le monde en autour parce qu'il va pas bien, mais en même temps... Tu sais, c'est où qu'on peut les pogner pour lui apprendre qu'il y a plus de mots qu'un sac pour se dire comme, tu sais, c'est ça la réflexion derrière ça aussi. Oui, puis je pense que souvent, c'est la première approche à ce moment-là aussi, là. Tu sais, ouais, je comprends que tu es en tabarnak. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Puis dans les formations, c'est ça qu'on apprend. De dire, je comprends, monsieur, que pour que vous soyez dans cet état-là, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Malheureusement, moi, je pourrais pas vous aider de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes puis venir me, tu sais... Fait que de leur apprendre, au lieu de faire monsieur, à la pancarte, d'essayer de dire bon, ben qu'est-ce que je peux y répondre, puis comment on peut on peut adapter les services. Mais tu sais, je reste toujours avec une prudence puis une réserve de dire ben tu sais, il va être une liste d'attente, parce que j'ai tout le temps peur qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit « J'irai pas. Si de toute façon, on va être une liste d'attente puis ça va être de la merde puis ils répondront pas à mon besoin. » Non, mais tu sais, il y a vraiment un effort qui se fait. Il y a vraiment une volonté de mieux comprendre puis de mieux répondre aux personnes qui sont en période de crise puis comment le faire. Mm-hmm. Puis les ressources sont en train de s'adapter, sont en train de se mobiliser. Puis autant au niveau du communautaire que dans le réseau, on fait des miracles avec pas grand-chose, mais il y a
beaucoup d'améliorations, puis il y a vraiment des gens qui ont envie puis qui répondent bien à ces personnes. Ça, je le vois parce que tu recules d'un an ou deux. Sur la rue, il y a beaucoup de personnes qui ont même pas de téléphone. Prendre un rendez-vous, c'est difficile. Se faire rappeler pour un rendez-vous, c'est difficile. Puis là, je te parlais avec des intervenants du réseau. Ben là, on a des comptes Messenger maintenant. Il y a une belle adaptation qui se fait. Puis aussi, ils vont prendre en considération la réalité de ces personnes-là. Oui, du 8 à 4,5, c'est pas toujours réaliste. Il y a quand même des belles ajustements qui peuvent se faire. Au niveau des listes d'attente, oui, il y a des listes d'attente parce qu'il y a un besoin. Il y a beaucoup de monde qui vont demander de l'aide, mais ils travaillent extrêmement fort pour réduire le temps d'attente. Puis c'est bien fait. Puis aussi, il faut prendre en compte qu'il y a un manque de personnel partout, ce qui aide pas. Mais je pense que, oui, c'est pas parfait, ça ne le sera jamais. Mais il y a des trucs qui se mettent en place justement pour mieux répondre aux besoins de chacun puis aux particularités de chacun. Ce qui m'amène bientôt à parler des ressources, mais juste avant, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour. Parce qu'on on a parlé beaucoup de la personne, comment elle se sent, de sa situation. Je trouve que c'était super intéressant. Si on amène le spectre de l'autre côté, si j'accompagne quelqu'un, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de descendre vers cette pente-là, que sa détresse l'amène de plus en plus vers une fatalité. C'est quoi les signes? Comment je peux l'aider, cette personne-là? Comment je peux reconnaître? Avant, il y avait on en a parlé un peu à l'extérieur. Avant, il y avait le coq. Comment ou quand? C'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour déceler ça chez une personne? Moi, je vais toujours avec la simplicité et la transparence. Puis c'est toujours ça que je ramène autant aux gens qui veulent aider qu'aux tiers, les tiers inquiets. Donc, c'est la troisième clientèle que moi je dessert, c'est les personnes qui sont inquiètes pour quelqu'un ou qui supportent une personne qui a des idées suicidaires. Vas-y au plus simple avec les mots que tu as, mais dis quelque chose. Fait que, tu sais, de dire, hey, sais-tu, moi je te regarde aller, là, puis je commence à capoter un peu parce que tu n'as vraiment pas l'air de bien aller. T'es-tu rendu à penser au suicide? Si c'est non, la réponse, il va faire « Ah, mais non, je suis vraiment pas bien, mais je suis vraiment pas là. » Puis si c'est oui, là, ben c'est surprenant à quel point une personne à qui tu poses cette question-là avec une réelle ouverture d'avoir le choix entre les deux réponses. Là, si je pose la question, je fais tout le temps mon sensibilisation, le lien entre... Tu sais, moi, quand mon fils arrive de l'école, là, si j'ai dit... Hey, dis-moi pas que t'as faim et tu veux que je te fasse une sandwich parce que ça me tente pas en tout. Ça se peut qu'ils disent non, je suis correct. Je suis correct. Fait que si j'aborde la personne en disant hey, dis-moi pas que tu penses à mourir, toi là. Non, ça va, moi je fais le pas bien, mais. Fait que juste la façon, parce que quand il posant cette question-là, là, j'y ai demandé, mais je l'ai averti en esti que ce que je voulais, c'était un non. Là. Fait qu'il va me donner un non. Fait que si je dis hey, je suis vraiment inquiète pour toi. Puis j'ai besoin de te poser la question pour me sentir en sécurité. Tu penses-tu à te suicider? Bien, si la réponse c'est oui, puis qu'il sent qu'il y a une ouverture, le soulagement chez cette personne-là, d'être capable de le dire, puis d'être capable d'avoir quelqu'un qui est capable d'entendre un oui, bien, c'est parce que là, l'entonnoir, là, on le rouvre. Parce que lui, des solutions, il n'en voit pas, mais il veut pas être rendu à cette solution-là. Lui aussi, il en veut d'autres solutions pour arrêter de souffrir, parce que c'est ça l'objectif principal. Fait que s'il y a un oui, il y a une possibilité que quelqu'un m'aide à trouver une solution. Fait que c'est comme une espèce de... ça fait du bien, ça soulage. Puis c'est tout le temps ça que je vois dans mon bureau. Fait que là, est-ce que tu as des idées suicidaires? Oui. OK. Qu'est-ce que ça te fait de nommer ça? Hey, ça fait du bien. Parce que là, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'en parle. C'est la première fois que je le dis. Je l'ai nommé à quelqu'un, mais après ça, je lui ai dit que c'était pas vraiment ça. Fait que c'est une des façons, quand tu te rends compte que quelqu'un va pas bien, c'est de lui poser la question. Puis comme n'importe quoi d'autre, plus la question est claire, plus la réponse va être claire. Fait que, dis-moi pas que tu as des idées noires. Ben, c'est quoi pour toi des idées noires, puis c'est quoi pour moi, puis c'est quoi pour Raphaël? C'est peut-être pas en toute la même affaire. Fait que s'il dit oui, ça veut-tu dire... Fait que là, je repars avec ça, puis là, je me dis, il m'a dit qu'il y avait des idées noires, ça veut dire quoi ça? Ça veut-tu dire que moi? Là, t'es pas sûr de rien, en réalité. Fait que tu sais rien, là. Dans le fond, tu as posé une question, mais tu n'as pas vraiment de réponse. Fait que plus la réponse est claire, plus la question est claire, plus la réponse va être claire. Puis, dans les signes, il y a tout ce que Raphaël a nommé tantôt. Mange moins ou mange plus, bouge plus, s'isole, au niveau de son hygiène, au niveau de tous ses liens sociaux, au niveau de... C'est tous les changements importants dans les habitudes de vie. Fait que si
toi, Pierre-Marc, t'es un gars qui est jovial, qui est avec tout le monde, puis qui parle, puis que du jour au lendemain, t'arrives à la salle de break, puis tu vas t'asseoir dans la table au bout, puis tu parles plus, puis tu te refermes, puis ben il y a quelque chose peut-être à dire, crème, ça va-tu? T'es-tu correct? T'as-tu? Pas une fois, parce que j'ai eu un matin de schnout, puis j'ai pas dormi de la nuit. Ouais. Mais si ça s'installe, puis que c'est à répétition, ou qu'on voit vraiment une diminution de l'intérêt dans l'échange, dans le regard, dans soutenir le regard des autres, dans comment je me tiens, comment je me présente, ou l'autre extrême. C'est tombé drôle. Puis tu sais que le gars est en train de se séparer, puis que tu sais, ça va pas bien le job. C'est ça qu'on dit souvent que les clowns ou que tu les as pas vus venir parce qu'ils sont de bonne humeur, sont tombés de bonne humeur, comment tu t'identifies, tu sais. Si t'as rien dans ta vie qui te permettrait d'être tombé de bonne humeur, puis que c'est ça que tu frontes tout à coup, ben peut-être qu'une personne proche de toi peut aussi le faire. Puis, trop bien approcher une mauvaise situation. Oui, puis ça se peut que ça soit ton mécanisme de défense. Faut pas se mettre à capoter puis penser que tout le monde qui vit une situation difficile va avoir des idées suicidaires. Mais il n'y a rien comme de poser la question. Parce que si je pose la question puis j'ai la réponse, ben ça se peut qu'ils me répondent « Hey, non, je suis pas rendue là, mais ça va vraiment pas, puis je sais pas par quel bout de prendre ça. » Ah, OK. Puis c'est là que je m'en allais tantôt. Quand j'ai parlé de l'atelier au CRC, il y a un des gars qui m'a dit, il me parlait d'un de ses chums, que là, s'est fait confisquer ses armes parce que là, il y a eu, tu sais, il y avait des suicidaires, puis là, ben finalement, puis là, il est comme fâché, puis il dit, ben tant qu'à ça, on est mieux de pas en parler, puis fait que là, à force de poser des questions, je me rends compte que quand on est arrivé là, tu sais, on est dans une situation critique où l'objectif ultime, c'est de sauver une vie. Plus on s'approche du moment du passage à l'acte, plus la fenêtre d'action est petite. Parce que là, il faut sauver une vie. Fait que c'est sûr que ça éclabousse plus autour. C'est sûr qu'il y a plus de répercussions. Fait que tu disais tantôt, plus on est rendu loin, plus c'est dur de revenir. C'est que plus on approche du moment où l'objectif ultime, c'est de sauver une vie, moins j'ai de champ d'action. Exactement. Tu n'as pas le temps de faire, bon, OK, je vais m'asseoir, je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire. Quand tu agis là. Non, puis tu sais, on n'est plus en réduction des méfaits. Là. Non, on est en action. On est en l'action parce que quelqu'un en danger, l'objectif ultime, c'est de la sauver. Et ensuite, on va voir comment on va accompagner cette personne-là. Mais cette personne-là, là, si elle avait parlé il y a un mois, là, moi, imagine-tu mon champ d'action, comment il est élargi? Je peux regarder si elle a besoin de médication, je peux l'accompagner chez son médecin, je peux regarder si elle est en dépression, je peux l'accompagner dans une espèce de psychothérapie qui pourrait l'amener à avoir des outils pour prendre mieux soin de lui. On peut l'amener à réviser ses habitudes de vie. On a des affaires qu'on peut faire. Mais plus que je m'approche du moment où est-ce que je suis en danger, ben moins j'en ai des options pour venir en aide. Fait que plus c'est long de revenir de là, parce que plus il va y avoir eu des impacts sur l'entourage, sur mon physique, sur mon psychologique. Ça ne veut pas dire que ça se peut pas. La réhabilitation, ça existe. Puis il y a plein de ressources pour les réhabiliter puis pour les accompagner. Mais plus vite on lève le flag rouge, plus ça va être rapide de revenir à une vie qui va être plutôt normale parce que plus notre champ d'action va être grand puis plus les actions à poser vont arriver à point avant qu'il y ait eu trop d'impact sur le reste de l'environnement de la personne. Puis j'imagine quelqu'un qui était rendu motivé au point de faire une tentative, puis sans tentative, elle a échoué parce que son entourage ou situation X, le retour doit être extrêmement long. C'est tellement propre à chaque personne, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Puis autant, on parlait du processus suicidaire, il y a des gens qui vont naviguer là-dedans toute leur vie, qui vont aller d'un bout à l'autre, puis qui vont revenir, mais qui vont jamais passer à l'acte. Puis il y en a qui vont faire ça rapidement. L'impulsivité de la personne, ses mécanismes de défense, son protection, ses fragilités, son environnement, son entourage, tout est tellement différent pour chaque personne que ça peut pas... Mais assurément que cette personne-là, ça s'est rendu à faire une tentative de suicide, le chemin pour revenir à un équilibre va être plus long que si elle avait demandé de l'aide 2 mois avant. Fait que c'est un peu ça le message, c'est de dire, tu sais, puis autant, Raphaël, au niveau de la consommation, ben plus vite il y a quelqu'un qui dit hey, « moi, je suis inquiet de ma consommation plutôt que je suis vraiment dans la merde parce que là, je ne sais plus par quel bout de prendre ça. » Bien, la réhabilitation, puis elle va être la même, c'est la même affaire en santé mentale, en consommation, tout type de dépendance, en criminalité, avec les idées suicidaires, c'est toute la même affaire. C'est que plus tu es rendu loin, moins
moins c'est facile de revenir en arrière sur le... Puis en travail de rue, tu sais, comme toutes les thèmes, ce que tu viens de nommer, là, criminalité, consommation, santé mentale, tu sais, peu importe. En travail de rue, en fait, souvent le monde y pense qu'on travaille avec des personnes bien précises. C'est des itinérants, tu penses c'est vraiment très, très, très précis, mais c'est tellement pas le cas. Puis j'aime dire, tu sais, qui dans la vie n'aura pas besoin d'aide? Tu sais, comment tu peux savoir qu'un jour, tu vas avoir besoin d'aide? Tu le sais pas. Mais tu peux pas dire que ça arrivera pas. Fait que le but, tu sais, en travail de rue, c'est de créer des liens avec le plus de personnes possible. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont plus de risques que d'autres. Mais pour dire, bon, là, j'ai créé un lien avec cette personne-là, puis je deviens une personne de confiance pour cette personne-là. Puis avant, justement, qu'elle soit rendue là, tu sais, si elle voit qu'il y a un problème, ou même des fois, quand mon lien est assez fort avec cette personne-là, je peux dire, crime, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Tu sais, je t'ai vu avant, je te vois aujourd'hui, je m'inquiète. Fait que, tu sais, là, je peux ouvrir la discussion, ce qui permet justement d'avoir une discussion avec la personne, de jaser, puis de mettre des trucs en place avant qu'elle se rende là. Fait que c'est un peu la réduction des méfaits, ça amène ça aussi. Tu sais, ça me permet de créer un lien avec la personne, que la personne va me faire confiance. Fait que si jamais elle a besoin de parler, ben, elle va être à l'aise de le faire. Mais tu deviens aussi une personne Un adulte de confiance. Oui, mais aussi une personne de confiance pour son entourage. Oui, et aussi. pour les gens à risque autour d'elle. Parce que si elle a confiance en toi, l'accompagnement, tu t'en allais vers les ressources, mais l'accompagnement vers les ressources est toujours une meilleure solution que la référence. Tu sais, donner la carte de la fille de prévention suicide, là. C'est ça. Elle va se ramasser à la récup ou ben non. Il va faire un compteur avec. C'est ça, j'allais dire. Fait que, Je me disais, je peux te dire ça, mais toi, tu ouais, je l'ai dit, moi. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est de dire, tu sais, là, puis Raphaël, puis moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ça qu'on s'est dit. Tu sais, il dit, ben moi, à cette heure que je sais c'est qui, Mélanie, la fille de prévention suicide, ben de dire à quelqu'un, crime, je la connais, moi, Mel. Puis, tu sais, hey, cool, pour vrai, tu vas voir, c'est pas compliqué, on va aller chez eux, on va se faire un café, puis on va jaser avec elle, ça sera pas. Tu sais, ça devient une personne derrière l'entité de la ressource. Puis ça change tout. Fait que de devenir une personne significative pour une personne dans la rue, il y a peut-être 10 autres personnes autour d'elle qui sont peut-être dans un milieu aussi fragile, qui vont être un peu plus en sécurité parce que Raphaël a créé un lien avec cette personne-là. Parce que quand elle va voir qu'il y a quelqu'un qui se désorganise, ça se peut qu'elle dise « Hey, vu-tu, on va aller jaser avec Raph. Moi, je le trouve vraiment cool. » Fait que, tu sais, ça fait comme des... Ben c'est ça, puis ça permet de créer un lien, oui. Puis tu sais, ça, c'est l'autre mandat au centre de travail de rue, de connaître les ressources, comme ça, un peu comme Mélanie vient de dire. Quand il arrive une situation X, ben, je peux dire à cette personne-là, hey, tu veux venir avec moi? On va aller voir telle personne. Tu vois, elle est vraiment fine, tu sais, puis ça peut fitter. Puis tu sais, tout dépendant des places qu'il y a vraiment plusieurs intervenants. Fait qu'à force de connaître les intervenants, tu vas dire, OK, avec celle-là, je pense que ça pourrait bien fitter. Fait que là, justement, comme tu as dit, tu vas pas voir une bâtisse, tu vas voir une personne. Fait que là, je t'accompagne, voir cette personne-là, aller chercher de l'aide. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins stressant que juste, je te donne la carte, t'appelles à telle place, ils vont te donner un rendez-vous. Oui, puis on a déjà parlé dans un des podcasts aussi, puis le premier contact avec quelqu'un, c'est jamais facile. Fait que quand ça dépend à qui, c'est tout le temps c'est différent. plus facile, tu sais. Oui, puis s'il y a des gens en ce moment qui écoutent le podcast puis qui disent hey, moi, je t'inquiète pour une personne puis je sais pas trop comment, la meilleure affaire, là, c'est de dire est-ce que tu veux, on va y aller ensemble? Sinon, est-ce que tu veux que je l'appelle pour toi? Est-ce que tu veux que j'appelle pour prendre l'information? Puis est-ce que tu me donnes la permission de donner ton numéro de téléphone puis qu'elle te rappelle? Puis ça, souvent, avec les gens qui sont plus difficiles pour qui la prise de contact est plus difficile, ça va devenir très rassurant de dire ouais, sais-tu, donne-tu mon numéro de téléphone, fait que moi, je serais pas obligée. Puis là, je vais tomber sur qui? Puis là, ça va être une boîte vocale. Puis là, faut-tu que je fasse un numéro de poste, puis là, je le saurais pas. Puis là, fait que ça peut devenir très, très anxiogène. Moi, j'ai déjà envoyé des photos de Google Maps de la porte de la clinique pour quelqu'un qui voulait aller consulter son médecin de famille, mais ce qui le breakait, c'est que c'est la nouvelle clinique, puis je suis jamais allée, puis je sais pas par où passer, puis m'envoie la cave en avant de la porte. Ouais. Ben, regarde, ça, c'est le dessin de la clinique, puis ça, c'est le dessin de la porte, puis tu passes par là, puis c'est fait dans même en dedans. Puis ça a fait qu'il est allé consulter. C'est trouver c'est quoi les embûches, puis les enlever pour qu'ils puissent se rendre facilement. Puis de toujours te garder en tête que accompagner la personne, c'est toujours plus gagnant. Puis même entre nous autres, puis entre les ressources, puis entre les intervenants, c'est toujours plus gagnant de dire, regarde, je vais appeler Raphaël, puis pendant que tu es avec moi, vous allez vous fixer un rendez-vous, parce que l'énergie nécessaire pour venir me voir, là, il a déjà vidé sa chaudière. Fait que c'est pas vrai qu'il en reste pour recommencer avec quelqu'un d'autre. Puis même, tu me donnes-tu la permission de faire un résumé de ce qui se passe dans ta vie puis qui fait que je pense que vous auriez un bon contact ensemble? Puis les gens, ils disent tout le temps oui. Oui, parce que c'est ça, souvent, c'est un autre élément qui fait breaker. C'est OK, ben là, il faut que je rencontre une autre personne, que j'y raconte encore tout.
Ça leur tente pas. Là. Des fois, ça peut faire 3, 4, 5, 6 fois qu'ils font ça. Là. Autant que des fois, ça peut juste être la première. Mais peu importe le nombre de fois que tu le fais, ça ne te tente pas tout le temps de recommencer. Fait que d'amener cet élément-là, comme Mélanie vient de dire, c'est extrêmement facilitant. Au niveau des services, ben, regarde, tu peux aller voir cette personne-là, je peux y aller avec toi, je vais faire un petit résumé. Fait que j'ai pas besoin de tout répéter, la personne va bien comprendre. Des ressources accessibles, il y en a de plus en plus. Il y a des numéros de téléphone, un 800, il y a le 811, qui est le 811, t'appelles quand ton enfant fait de la fièvre, mais tu as le 8112, qui est l'option services psychosociaux. Donc, c'est des intervenants qui sont disponibles 24 heures sur 24 pour toutes les problématiques. Fait que tu peux parler de consommation, tu peux parler de dépendance autre, d'idées suicidaires, de détresse psychologique, mais tu peux aussi parler de problèmes de couple, de dynamique familiale difficile, d'encadrement d'adolescents. Fait que c'est des intervenants super polyvalents qui sont là 24 heures puis qui peuvent t'écouter. Tu as le numéro 1-800-1866-APPEL, qui est la ligne d'intervention prévention du suicide. Et ça, c'est 2 numéros de téléphone super accessibles, 24 heures, 7 jours, peu importe Noël, jour de l'an. Il y a toujours quelqu'un à ces numéros-là pour répondre. Puis maintenant, il y a aussi le site Internet www.suicide.ca où tu as une option d'aller clavarder ou texter avec des intervenants 24 heures. Fait que c'est des intervenants de centres de prévention suicide qui ont vraiment acquis les connaissances nécessaires pour faire l'intervention par clavardage puis par texto, puis qui sont disponibles 24 heures en textant. Fait que si tu es chez vous, puis ça file pas, puis parler au téléphone, ben là, ta blonde ou ta mère, ou peu importe, va t'entendre, ben tu peux texter. Puis ça se peut qu'il va essayer de t'inciter à ce que vous parliez parce que le contact puis la chaleur humaine d'une voix qui a envie de t'écouter brailler, des fois, ça vaut tout. Ben oui, ça, c'est Mais si ton premier contact, ce que tu as comme gaz à mettre là-dessus, c'est un texto, ben ça se peut. Fait que, tu sais, des ressources, il y en a beaucoup. Des ressources sur notre territoire, il y en a beaucoup en dépendance, au niveau psychosocial. Il y a des organismes communautaires de toutes sortes. Puis, elles sont là, les ressources, puis elles sont accessibles. Puis ce que je dis tout le temps, particulièrement avec la clientèle jeunesse, c'est part avec le principe que la personne qui est assise là, ben, elle a un petit quelque chose en dedans d'elle qui veut sauver le monde, puis elle a vraiment envie de t'aider. Fait que c'est pas quelqu'un qui est là pour te juger ou pour poser poser un jugement sur ce que tu es en train de vivre. On fait tout ça parce qu'on y met tout notre cœur puis notre passion, puis parce qu'on pense vraiment que si on change la vie d'une personne dans notre année de vie, de job, ben on va l'avoir faite pour les bonnes raisons. Puis c'est ça aussi ce qu'on fait là, tu sais. Ouais, s'il y a une personne qui l'écoute puis qui pogne le téléphone puis qui appelle le 811, tu sais, on a fait quelque chose d'extraordinaire déjà, tu sais. On a réussi une mission. Puis il n'y a pas aucun intervenant qui se fout de tes problèmes. T'sais, oui, un intervenant va rencontrer plein de gens, mais il se fout pas d'aucune de ces personnes-là là-dedans. Tu sais, mais là, une personne de plus, tu sais, ouais, mais non, tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, il est là pour ça, il est là parce qu'il a envie d'être là. Fait que, tu sais, prends le temps de le faire. Là. Effectivement. Effectivement. Ben, je pense que. On a-tu fait le tour des ressources? Y avait-il d'autres choses que tu voulais rajouter là-dessus, Mélanie? Je pense que non. C'était pas mal complet. Hein. Je peux peut-être faire justement pour le bottin des ressources. Là, www.réseau.cool, c'est une application mobile qu'on a mis sur pied, les centres de prévention suicide. Et là-dedans, il y a un bottin des ressources, dont toutes les ressources du communautaire et du public ici à Amos. En dépendance, agression sexuelle, banque alimentaire, itinérance, sont toutes là. Fait que www.reso.cool, c'est un site Internet qui dirige vers l'option de télécharger l'application. Puis une fois qu'elle est dans ton téléphone, ben, tu peux avoir accès à tout le bottin des ressources avec une petite description de c'est quoi la ressource, numéro de téléphone pour la rejoindre. Fait que au lieu de faire une liste de numéros de téléphone qui défile puis qui finit plus, il y a possibilité d'aller la chercher là. Raphaël? Ouais, sinon, moi, j'ai mon compte Facebook, le rue MRAR. Là, si des fois les personnes veulent me contacter, soit par Messenger, des fois aussi ils peuvent m'appeler s'ils ont besoin de petits renseignements, des questions avec ces ressources-là aussi, là, que je peux faire un bout de chemin. Là. Ben parfait. Mélanie Tremblay, Raphaël Connelly, merci d'être venu, d'être game. Vous étiez game de venir parler de la détresse. Ça a été une super belle discussion. Ben, ça fait plaisir. Merci d'avoir été game de parler de détresse sans que ça soit déprimant. Ben j'ai essayé du moins. On a essayé. Moi, j'ai eu du fun. Ben, je pense qu'on a réussi. Ouais. Fait que mon nom était Pierre-Marc Langevin et je vous dis à la prochaine.